Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un nouveau document pour la gestion des routes en Guinée. Il est élaboré par le ministère des Travaux publics. Le document propose une véritable révolution dans l'organisation du secteur. Les mers et les océans, quel avenir face aux constructions anarchiques? Les domaines publics maritimes ont presque tout occupé. Pollution, agression environnementale, vous saurez tout dans cette édition. 14e jour du Ramadan, qu'avez-vous mangé ce soir? Votre alimentation est-elle saine et équilibrée en ce mois? Ne ratez pas les conseils d'un nutritionniste dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'information. Quand il s'agit de parler énergie renouvelable, le président Alpha Condé est à l'aise. Normal, il est le coordinateur du projet Afrique et c'est le même thème qu'il a abordé hier lors d'un panel sur la question. Le président de l'Union africaine a présenté les enjeux des énergies renouvelables pour son continent. Le point avec Sanassi Keita. C'est un panel de haut niveau sur les énergies renouvelables. Le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, président en exercice de l'Union africaine, est présent à ces rendez-vous de Bruxelles pour témoigner de la volonté des dirigeants africains à offrir de l'électricité aux 700 millions d'Africains qui continuent aujourd'hui de végéter dans l'obscurité. Nous avons remarqué qu'en parlant d'une seule voix, nous nous faisons écouter. Le défi qu'on nous avait lancé, le président Hollande, est-ce que l'Afrique peut parler d'une seule voix pour l'énergie? Lors du sommet de Kigali, nous avons démontré que nous pouvons parler d'une seule voix, puisque nous avons mis en place un conseil d'administration et désigné un champion pour l'énergie renouvelable. Ce qui nous a permis donc de réussir, puisque le 5 mars à Conakry, lors du deuxième conseil d'administration, nous avons pu sélectionner 19 projets. Il y a eu quelques polémiques sur cette question. Certains ont dit oui, ce n'est pas l'Afrique qui a choisi, on nous a imposé. Je vais être très clair. L'Afrique a décidé désormais de décider de son sort. Personne ne peut nous imposer quelque chose. Mais nous sommes aussi réalistes. L'Union européenne s'est engagée à financer 5 gigawatts entre 2016 et 2020. C'était un défi. Beaucoup de chefs d'État n'y croyaient pas. Ils disent, bon, tu perds ton temps. Mais si nos partenaires sont prêts et que nous ne sommes pas prêts, est-ce qu'on doit attendre? C'est pourquoi nous avons estimé que l'Union européenne ayant discuté avec les Africains, ayant dégagé un certain nombre de projets qui étaient prêts, pourquoi nous n'allons pas adopter ces projets? Nous avons donc adopté ces projets parce qu'il faut aller vite. Mais j'ai écrit à tous les chefs d'État africains pour leur demander quels sont les projets prêts et bancables pour que nous puissions les adopter au prochain conseil d'administration qui aura lieu début juillet à Addis Abeba. Donc je pense qu'il faut qu'on respecte aujourd'hui l'Afrique, qu'on ne fasse pas de polémique sur qui a choisi les projets ou pas. Et nous avons continué dans la même voie en voyant que si l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. Nous avons élargi le problème des champions en désignant ces chefs d'État. Par exemple, le roi Mohamed VI du Maroc est le seul qui parle au nom d'Afrique pour l'immigration, le président Bouteflika pour le tourisme, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment concrètement nous allons avancer au niveau de la REI. Ce n'est donc plus des discussions. Pour réaliser cet ambitieux objectif d'électrification du continent à travers les énergies renouvelables, le président en exercice de l'Union africaine souligne. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'ARI est rentrée dans sa phase active, puisque nous avons adopté déjà 19 projets. Nous devons à présent accélérer la cadence en vue d'achever le processus de modernisation de l'ARI. Pour cela, 4 défis nous sont lancés et des décisions importantes doivent être prises lors de la prochaine réunion du conseil d'administration à Addis Abeba. D'abord, finaliser le cadre de gouvernance de l'ARI. À cet effet, les membres du conseil d'administration ont déjà nommé leurs experts et une réunion est prévue avant le sommet. Deuxièmement, assurer l'opéralisation diligente de l'unité indépendante de gestion de l'ARI, ainsi que la mise en place effective du comité technique chargé d'évaluer les requêtes dans le pays et autres intervenants. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons le conseil d'administration, nous avons
l'agence, mais il nous faut des experts qui connaissent très bien le dossier, qui vont, lorsque nous allons recevoir des dossiers, sont ces experts qui vont analyser, nous dire quels sont les dossiers qui peuvent être adoptés par le conseil d'administration, afin que tout se passe dans la plus grande transparence. Ensuite, il s'agit de consolider le partenariat avec les signataires de la déclaration de soutien et élargir cette coalition donc à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays, pour qu'on ait le maximum de partenaires qui participent au financement. Consolider le partenariat avec les signataires de la déclaration de soutien, le tout pour accélérer le financement de ce projet d'électrification du continent. Voilà surtout le but fondamental que se fixe aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine, coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. Le chef de l'État s'est également entretenu avec plusieurs hommes d'affaires belges et polonais. Ceux-ci sont désireux d'investir en Guinée et rencontrent le président pour évoquer des pistes d'investissement. Plusieurs secteurs socio-économiques sont ciblés. Sanassi Keita. Ils sont hommes d'affaires polonais et belges. Parmi eux, la diaspora guinéenne également, avec leurs partenaires à venir manifester au président de la République leur désir de s'impliquer dans le développement socio-économique de la Guinée. La zone économique spéciale en Guinée, nous avions pensé à ce type de projet, nous avions travaillé là-dessus. Des actions avaient été menées avec une entreprise partenaire qui est Rintéport, qui travaille aussi avec la Sogipami. La Belgique nous soutient là-dessus depuis le début. Votre décret vient confirmer quelque part la volonté que vous avez de promouvoir ce type d'investissement. La Belgique est prête à nous soutenir pour un budget qui est disponible pour une étude de faisabilité. Des cartographies ont déjà été faites. Donc la Belgique nous soutiendra si la Guinée manifeste la volonté à travers une lettre d'intention qui sera introduite auprès de la coopération pour financer cette étude de faisabilité. Et à ce moment-là, notre travail sera de travailler sur le véhicule juridique qui va porter ce type de projet. Et à part le véhicule juridique qui va aborder, les étapes suivantes seront sans doute à votre appréciation sur comment, quel comité de pilotage sera mis en place. Un transfert de technologie, ça veut dire que nous allons créer une usine de fabrication des stations de purification de l'eau qui vont pas seulement servir à la Guinée, mais qui pourront dans le futur produire pour des pays autour, le Mali, le Sénégal, autour du fleuve du Sénégal. Donc je note que nous sommes une entreprise à finalité sociale, donc on va un peu au-delà de ce que fait le standard. Ça fait quelques années maintenant qu'avec votre ambassadeur et vos services, nous réfléchissons à des mécanismes qui permettraient de faciliter l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises locales en République de Guinée. Et aussi que nous puissions avoir votre confiance avec évidemment les autorités de votre pays pour pouvoir mobiliser les différents acteurs du financement de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, pour aller de l'avant sur ce dispositif vraiment important. Je ne rentre pas dans les détails techniques, sachez simplement qu'en Belgique, grâce à des dispositifs comme cela, on crée une PME par heure, toutes les heures, Monsieur le Président de la République. Ça ne veut pas dire qu'on peut transposer directement les mécanismes qui fonctionnent en Belgique en Guinée, pas du tout. Il faut étudier, les adapter aux spécificités du pays, aux réalités économiques et sociales de vos entreprises et de vos citoyens. Le chef de l'État tient surtout au renforcement des relations de partenariat dans tous les secteurs d'activité socio-économique avec le Royaume de Belgique, même si celles-ci ne sont pas encore arrivées à un niveau plus élevé. Au moment, ça ne s'est pas beaucoup concrétisé, que je comptais donc sur le Premier ministre, mais aussi le roi aussi, pour voir comment on peut favoriser, que ce soit investissement direct, partenariat public-privé ou bien partenariat privé-privé, et l'organisation de forums. J'avais vu aussi hier Alexandre De Croo, puisque nous avons dîné ensemble. J'ai insisté beaucoup sur le secteur privé. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons faire de la diaspora la 6e région. Nous avons 5 régions. Nous avons décidé de faire la diaspora la 6e région pour mobiliser la diaspora aussi pour participer au développement de l'Afrique, puisque nous sommes décidés maintenant à prendre notre destin en main. Mais il est important, il est évident aussi que quel que soit le rôle du gouvernement, le développement de notre pays ne peut se faire que principalement par le secteur privé. Nous devons créer les conditions les meilleures pour l'épanouissement du secteur privé. Donc il faut qu'on encourage le partenariat avec des lois incitatives, du partenariat public-privé, mais aussi surtout l'investissement privé à travers des partenariats entre nos partenaires. Aujourd'hui, la SFI a lancé un programme qui va commencer en juillet
pour financer les entreprises privées sans garantie souveraine et sans risque d'échange. Parce que le grand problème, c'est le risque d'échange, puisqu'ils prennent des prêts en dollars, après les dollars montent. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble avec le président Hollande, avec Rio et la Banque mondiale. Maintenant, c'est acquis. Donc, ils vont venir en juillet pour pouvoir financer les entreprises privées sans que l'État donne la garantie souveraine et en éliminant aussi le risque change qui sera pris en compte par la Banque mondiale. C'est Philippe, le nouveau vice-président de la SFI, qui a initié cela. Nous avons aussi la BID, qui a un financement d'un secteur privé important, avec qui aussi on a initié des accords pour le financement du secteur privé. Et lui, il était déjà là-bas il n'y a pas longtemps. Donc nous avons la BID, nous avons la SFI. Bon, nous allons voir aussi maintenant en Belgique quel est le mécanisme qu'il y a pour favoriser les entreprises privées en assurant, comme il y a la COFAS en France, etc. Mais j'ai beaucoup insisté auprès du Premier ministre. J'ai demandé que la commission mixte paritaire soit présidée par un ministre, mais bien que ça soit un prix difficile parce que c'est en octobre, et l'octobre c'est le mois où ils présentent les projets de budget, etc. Mais nous allons voir. En tout cas, j'ai insisté auprès du Premier ministre comme auprès du roi pour encourager les entreprises belges à venir investir en Guinée. Nous sommes ouverts. Le président de la République énumère quelques secteurs dans lesquels il compte voir ses hommes d'affaires polonais et belges s'investir. Notre problème principal, c'est d'abord l'agro-industrie, donc le développement de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et la transformation en matières premières en produits finis, et ensuite l'énergie. Bon, qui est le grand problème pour toute l'Afrique. Donc je suis le coordinateur pour l'Afrique. Nous avons déjà avec l'Union européenne un financement pour 5 gigawatts entre 2016 et 2020. Et l'engagement du COP21, c'est 10 gigawatts. Nous avons déjà adopté en mars 19 projets. Nous allons adopter d'autres projets parce que l'énergie est fondamentale, mais aussi les infrastructures routières et les chemins de fer. Car le grand problème que nous avons aujourd'hui, évidemment, que vous avez avec nous, c'est l'immigration, mais aussi c'est le terrorisme. Bon, tout cela, c'est la pauvreté. Et le changement climatique, nous allons essayer de convaincre le président Trump au G20 pour montrer que le terrorisme a combattu, c'est le changement climatique qui amène la rareté des produits, donc les conflits. Comme c'est le terrorisme qui l'intéresse, peut-être qu'on est là. On amènera à ceux qui comprennent les dégâts vraiment du changement climatique parce que nous sommes les moins pollueurs, nous sommes les plus pollués alors que nous sommes les moins pollueurs. Donc, je pense qu'une coopération est possible puisque nous avons, avec l'Union européenne, nous avons quand même beaucoup avancé ces temps-ci sur les différents projets. Maintenant, c'est le président de l'Union africaine qui parle, ce n'est plus le président guinéen. Tour à tour, ces chefs d'entreprise polonais et belges ont exprimé toute leur volonté au président Alpha Condé d'apporter leur contribution au développement de la Guinée, à travers la création surtout de plusieurs entreprises pour soutenir la politique de développement du gouvernement en matière de création d'emplois. Et ce message départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, c'est avec une grande consternation que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle de la mort subite du professeur Babatunde Ozotimei, sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à New York. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour adresser nos sincères condoléances à l'ensemble du personnel de notre institution commune, à la communauté internationale et singulièrement à la famille durement éplorée. Homme exceptionnel qui s'est distingué par son volontarisme, son courage et son leadership, professeur Babatunde était le symbole du combat pour l'autonomisation, le bien-être et la santé des femmes et filles. Sa contribution à la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour l'émergence d'une société mondiale pacifique et prospère est immense. Le gouvernement guinéen nourrit le ferme espoir que son œuvre, sa vision et sa stratégie continueront d'inspirer les activités de l'institution. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé. La Guinée sous le choc, toujours après la mort de 3 soldats du bataillon Gangan 2 déployés à Kidal. La position guinéenne a essuyé une nouvelle attaque djihadiste. Il y a également des blessés. Tout le pays s'incline sur la mémoire des disparus. Suivez la communication du ministre de la Communication. C'est donc un communiqué du gouvernement
pour informer que les forces de la MINUSMA basées au camp de Kidal et la position avancée du bataillon Gangan 2 au Mali ont été victimes d'attaques terroristes ce jeudi 8 juin 2017. Attaques au cours desquelles des militaires de notre contingent se trouvant à un poste de contrôle à l'extérieur du camp ont enregistré la perte de 3 vaillants soldats, 3 autres ont été blessés et 1 porté disparu. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement guinéen présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité, au peuple de Guinée et au commandant en chef des forces armées, le président de la République, le professeur Alpha Condé, et adresse ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement guinéen condamne fermement ces attaques barbares et réaffirme son engagement aux côtés des forces des Nations Unies pour continuer à soutenir les efforts de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur toutes ses formes pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde. Que les âmes des défunts reposent en paix. Amen. La Guinée se dote d'un document de stratégie et de gestion du secteur routier. Il est élaboré par le ministère des Travaux publics et validé aussitôt. Il s'agit d'un véritable tableau de bord pour orienter les interventions, procéder à une série de planifications et évaluer les coûts des projets. Ansoumane Toumani Kamara. En Guinée, les routes supportent l'essentiel du trafic depuis des décennies. L'année dernière, par exemple, l'axe Conakry-Koya sur la nationale numéro 1 a atteint la barre de 4000 véhicules par jour contre 1 million par jour vers la frontière du Libéria en région forestière. Ce taux élevé de trafic est handicapé par la dégradation poussée des axes routiers. Aussi, la rareté des ressources financières et le manque de planning d'intervention cohérente étaient des obstacles majeurs pour doter le pays de routes performantes. Un document de stratégie est élaboré à cet effet pour amorcer une nouvelle étape plus réaliste et mieux planifiée. Le document que nous présentons aujourd'hui, c'est le document maîtresse de tout ce que nous faisons dans ce secteur, à l'intérieur duquel toutes les planifications, toutes les priorités sont définies et toutes les activités nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces projets sont définies dedans avec une estimation de coûts. C'est à cela que nous pourrons aller vers les partenaires ou plaider si nous sommes à la recherche de financement. Sans ce document, personne ne pourra nous regarder. Les différents acteurs du secteur routier guinéen et leurs partenaires ont eu une journée entière d'échanges autour du document de stratégie de développement et de gestion du secteur routier dans notre pays. Pour un secteur tellement important comme le secteur routier, il faut aussi une stratégie. Il faut savoir quelles sont les priorités, comment on va y arriver, comment on va les financer. Mais au-delà de développer juste le réseau, c'est aussi l'entretien. Donc un accent important est mis là-dessus. C'est former les entreprises, avoir les entreprises qui sont présentes dans le pays, dans les entreprises guinéennes qui sont capables de faire des travaux de construction et d'entretien. Donner les moyens au ministère des Travaux publics pour inspecter les travaux, pour voir si la qualité est à la hauteur des attentes et des besoins des populations. Avec le document de stratégie de développement et de gestion du secteur routier en Guinée, les interventions du ministère des Travaux publics sont désormais balisées et les partenaires rassurés du bien fondé des activités à mener. C'est une étape importante franchie qui vient conforter l'État dans ses ambitions de doter la Guinée d'un système de transport moderne et performant. Pêche industrielle. Bientôt, le repos biologique en Guinée. La campagne d'évaluation des ressources halieutiques est lancée. C'est la Banque mondiale qui finance l'opération. Explication, Falilou Diallo. La Guinée se prépare au repos biologique dans ses eaux territoriales à partir de juillet prochain. Le navire de recherche Général Lansana Conté vient d'accoster au large des côtes guinéennes avec à son bord les échantillons des différentes espèces de poissons. L'exercice dure un mois. Il permet d'élaborer le rapport d'activité pour la prochaine campagne de pêche industrielle en Guinée. Nous évaluons la biomasse qui est disponible et de là on déduit le potentiel exploitable. Ça veut dire qu'on détermine la quantité qu'on peut prélever sans pour autant nuire
au stock qui est là. Cette opération fait l'état des lieux des différentes zones de pêche. Les chercheurs sillonnent les endroits potentiels aquatiques élevés pour évaluer la disponibilité des ressources halieutiques. Généralement, on a vu que la ressource, franchement, est en train de se reconstituer et les tailles ont augmenté. Et la particularité, c'est que d'autres espèces commencent à réapparaître, telles que la lotte, qu'on ne rencontrait pas en abondance. Et cette fois-ci, on a rencontré cette espèce en abondance. Et également les crevettes. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est à plus d'un titre nous amène à une autre réflexion, comment exploiter cette ressource pour le bien des populations guinéennes. Pendant ce repos biologique prévu du 1er juillet au 31 août, le gouvernement compte approvisionner le marché local en poissons de qualité à travers la pêche artisanale. Il explique surtout aux populations l'importance du repos biologique et de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques. La recherche nous permet de valoriser, de comprendre, de connaître la nature de nos recherches, les espèces, les quantités. Et c'est sur ça que les politiques sont basées pour l'exploitation des ressources halieutiques. Cette campagne est menée grâce au navire Général Lansana Conté, offert par le gouvernement japonais en 2003 avec à son bord tous les paramètres en matière de recherche. Ce navire est même affrété par certains pays pour toute activité de recherche. Peut-être qu'on pourrait profiter de cette période de repos biologique pour entretenir les mers et océans. Ils sont systématiquement victimes d'agressions humaines à travers des constructions anarchiques. Comment protéger le milieu marin? Des éléments de réponse dans ce reportage de Valérie Talimané. L'occupation anarchique des bordures de mer à Conakry va crescendo. Chaque jour, l'homme repousse la mer afin de réaliser des infrastructures. 4 Guinéens sur 10 vivent sur le littoral, une pratique qui affecte considérablement la santé marine. Pourtant, la mer est une denrée importante dans la vie de l'homme, autant que les forêts. Elle contribue grandement à la séquestration du carbone. Actuellement, nous sommes en train de négocier une loi sur le littoral. Et cette loi qui va être adoptée à l'Assemblée pourra peut-être remédier à toutes les questions. C'est que tous ceux qui occuperont les domaines publics maritimes vont être soumis à cette loi et on va essayer d'appliquer pour quand même restaurer notre domaine public maritime par rapport à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que le gouvernement a ratifiée depuis 1989. À travers cette conférence, des passionnés de la nature tentent de trouver des moyens permettant une meilleure préservation de la biodiversité. La dégradation des mangroves affecte durablement l'équilibre des océans. Le taux de recul de la mangrove est de 4,2% par an. Ainsi, des actions urgentes devraient être engagées pour sauver les 300 km de côte guinéenne. Notre objectif, c'est d'alerter sur les menaces qui pèsent sur ces services. C'est de valoriser la contribution des océans dans notre prospérité économique aujourd'hui et dans notre vie de tous les jours. Malheureusement, l'océan est mal connu, étant donné qu'il n'est pas à proximité de tous, qu'il n'est pas accessible par tous. Et donc, nous voulons alerter sur les menaces, les dangers qui pèsent sur cet océan, notamment dans nos pays qui n'ont pas de capacité de protection importante des océans et de surveillance des ressources marines et côtières. Selon les spécialistes, la mer produit plus de 90 millions de tonnes de poissons par an. Les océans couvrent plus de 70% de la surface planétaire. Aujourd'hui, l'avenir de ces mers et océans s'avère plus que jamais compromis. Comment doter la Guinée d'un système électoral efficace? Un atelier a planché sur la problématique. Il a permis de croiser plusieurs expériences en matière d'organisation des élections. La rencontre a pris fin sur des notes plutôt satisfaisantes. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire, mais aussi de la francophonie. Mohamed Lamine Camara. La Guinée pourrait désormais se doter d'une commission électorale performante, crédible et moins coûteuse. C'est du moins ce qui ressort des travaux de l'atelier de croisement des expériences en matière d'organes de gestion des processus électoraux.
à travers des propositions faites par chacune des parties prenantes, un rapport synthèse qui prend en compte la mise en place d'un nouveau dispositif d'organisation des élections est élaboré. Les participants ont formulé les recommandations ci-après. 1. Revoir les modalités de désignation et fixer les critères de compétence des membres de l'organe de gestion des élections. 2. Garantir l'indépendance des membres de l'organe de gestion des élections de manière à les mettre à l'abri du besoin et des pressions extérieures. 3. Rendre totalement à l'OGE son autonomie budgétaire et le soumettre à l'obligation de reddition des comptes. 4. Mettre à disposition une expertise de nos partenaires au développement sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la CENI en République de Guinée. 5. Et enfin, favoriser l'émergence de cadres de concertation et de réflexion en appui à la réforme du système électoral envisagé. Ce soutien de l'Organisation internationale de la francophonie vise à rassurer les acteurs et partenaires au développement l'engagement du gouvernement à réformer le système électoral. Qu'il me soit également permis de saluer ici le sens des responsabilités et la volonté manifestée par l'ensemble des acteurs politiques de la société civile présents à ces assises de sortir définitivement la Guinée de ces cycles de contestation et de crises post-électorales qui ont parfois terni l'image du processus démocratique en cours dans ce pays. Il me plaît donc, au nom du président de la République, professeur Alpha Condé, il me plaît donc, dis-je, de vous féliciter et de vous remercier, toutes et tous, pour avoir consacré ces 3 jours à la parfaite maîtrise du thème qui nous a rassemblés. Parfaite maîtrise parce que il s'agit et il s'est agi, allais-je dire, d'une école du donner et du recevoir. Les professeurs ont donné, les experts ont donné, mais la réaction des participants que vous êtes a donné à notre atelier véritablement le succès que l'on attendait de lui. Et c'était nos vœux pieux lorsque nous donnions le mot d'ouverture de cet atelier. Au terme de 3 jours de travaux de Conakry, l'espoir est permis pour les participants de parvenir dans le futur à la réforme du processus électoral guinéen. Un rapport sur l'état des services publics. Le document vient d'être publié par un consortium d'ONG. L'enquête a été réalisée dans la région administrative de Farana et la zone spéciale de Conakry. Le constat révèle que les populations des localités cibles n'ont pas accès à tous les services sociaux de base. Moussa Komara. Les enquêtes ont été menées sur le terrain par 4 ONG nationales décidées à proposer des solutions pour élever le niveau de vie des Guinéens. Dans les régions concernées, les évaluations ont porté sur l'accès des populations au minimum vital, l'eau, la santé ou encore l'éducation. L'objectif du MOCEP et de ses partenaires est de mettre ces données à la disposition des décideurs pour tenter de corriger les déficits relevés. Les recommandations, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse mettre à disposition de l'ensemble des citoyens un service de qualité. Et cela n'est possible, c'est quand il y a une gouvernance beaucoup plus participative et inclusive que nous, acteurs qui menons les enquêtes, que nous sommes associés à la planification, à l'élaboration de ces politiques qui, au fait, sont mises à la disposition de nos concitoyens. Le rapport en question fait aussi l'état des lieux des difficultés qu'éprouvent les citoyens à accéder aux sources d'informations publiques. En présentant les résultats d'enquête à l'université de Sonfounia, les organisateurs veulent ainsi associer les étudiants, encadreurs et responsables des services publics à la recherche des solutions pour améliorer le quotidien des Guinéens. C'est un très bon rapport. D'abord, il faut féliciter et encourager cette ONG pour s'être mis ensemble 4 ONG qui sont en train d'œuvrer pour l'efficacité des services publics. C'est une très bonne chose. Je crois que cela va améliorer la qualité de prestation de nos services. Cette enquête est une opération test pour étudier l'efficacité des services publics dans les régions de Farana et Conakry.
Le MOCEP caresse le rêve de poursuivre les consultations et échanges d'informations pour améliorer l'accès aux services sociaux de base. Des examens nationaux, la ville de Conakry présente le plus gros effectif, près de 100 000 candidats. L'inspection générale de l'éducation veut réussir le pari d'une organisation placée sous le signe de la rigueur. Les premières prises de contact sont déjà faites. Amadou Touré. À quelques jours du coup d'envoi des examens nationaux session 2017, les administrateurs scolaires, fondateurs d'écoles privées et parents d'élèves de la ville de Conakry se retrouvent pour des séances d'information et de sensibilisation pour la bonne organisation des examens de fin d'année. Une démarche de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Rencontre au cours de laquelle les responsables de l'IRE ont éclairé les acteurs de l'école au sujet des innovations apportées par le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Il faut combattre la fraude sur toutes ses formes sur le terrain pour que nous ayons des examens réussis, des examens transparents, aux résultats acceptés et partagés par tous. Il y a un autre phénomène qui gangrénait nos examens. N'importe qui venait au secrétariat, n'importe qui venait à la correction. Ça n'honore pas le système. Et à ce que les étudiants ne reviennent pas se substituer à nos candidats normaux. Parce que tout ça, ça tue la qualité de nos évaluations et de notre système. Selon l'inspection régionale de l'éducation de Conakry, la capitale guinéenne enregistre le plus grand nombre de candidats aux 3 examens nationaux. 47 696 pour l'entrée en 7e année, 43 686 pour le BEPC et 44 458 pour le baccalauréat unique. Avec ces effectifs, l'IRE et les partenaires sociaux multiplient des initiatives pour une bonne organisation. À notre tour, nous allons travailler selon les recommandations de l'inspecteur. Nous allons nous mettre à la tâche. Il est sûr de nous, il l'a dit dans ses propos, qu'il ne doute pas des DCE. Et les DCE vont relever ce grand défi. Nous sommes prêts à accompagner l'éducation, mais dans la mesure que l'administration scolaire accepte, parce que les défauts ou les fraudes organisées sont organisées à partir même des enseignants eux-mêmes de l'éducation. Nous sommes là pour encadrer, nous sommes là pour accompagner. Mais si eux-mêmes ils encouragent, n'est-ce pas, la fraude, ils encouragent, n'est-ce pas, la rédaction des sujets et autres là, tout se passe à leur niveau, c'est pas au niveau des parents d'élèves. L'IRE a en outre insisté sur le respect de la décision du ministre, celle relative à la suppression des internats avant et pendant toute la période des examens. Amélioration du cadre de travail au centre universitaire de Kindia. Le bâtiment abritant le rectorat est complètement rénové. Des équipements offerts au personnel enseignant. Une belle initiative financée sur fonds propres. Bakary Bamba Kondé. Ils sont 73 professeurs de l'université de Kindia à être dotés de nouveaux ordinateurs de marque HP. L'initiative est du rectorat. Le motif est d'accompagner ces enseignants dans leurs recherches. 2 des doyens de faculté ont également reçu chacun une voiture de service. Cet appareil va nous servir par rapport à la rédaction. Cela va nous faciliter non seulement la prise des données sur le terrain, mais aussi la rédaction à la maison. Et cela va nous éviter de perturber les préparatifs par rapport à la programmation et à l'évolution des programmes au niveau de l'année universitaire. La qualification demande la création des conditions meilleures aux collaborateurs. Qu'en venant à cette université, ils trouvent un espace d'épanouissement et avoir à portée de main les outils nécessaires pour accomplir sereinement, avec efficacité, avec dynamisme et détermination, la mission d'éduquer, de former. En plus de ces gestes, le recteur de l'université de Kindia a planté cet oranger. Une manière pour les encadreurs de cette institution d'enseignement supérieur de participer à la lutte contre le réchauffement climatique par le biais du reboisement avec pour slogan « Un étudiant, un arbre ». L'aventure va se poursuivre entre le ministère de l'Action sociale et l'ONG Terre des Hommes. Les 2 parties décident de relancer leur partenariat. Un nouveau protocole d'accord a été signé, rajoutant des points nouveaux au contrat initial. Par exemple, l'évacuation sanitaire des enfants en situation difficile. Mohamed de Camara. Mois de juin, mois de l'enfant en Guinée, période choisie par l'ONG Terre des Hommes pour renforcer sa coopération avec le gouvernement. À travers la signature d'un nouveau protocole d'accord, l'ONG internationale suisse affiche sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des tout-petits.
Les principaux axes de la collaboration s'articulent autour de la santé et de la justice des mineurs. Il s'agit de formaliser la collaboration pour tout ce qui touche au suivi des protocoles nationaux, mais aussi à la collaboration sur le terrain pour que les agents du ministère puissent aussi appuyer les activités de Terre des Hommes, les accompagner et que l'identification, la prise en charge, le suivi des enfants se fassent en commun. Et enfin, au niveau de Terre des Hommes, nous souhaitons vraiment travailler en lien avec le ministère pour développer autant que possible le travail social et pour qu'à terme, nous l'espérons, en tout cas c'est un plaidoyer, les travailleurs sociaux puissent jouir en Guinée d'une formation pleinement reconnue et formelle au niveau étatique. Présente en Guinée depuis 1987, l'ONG Terre des Hommes a toujours œuvré pour le bien-être des enfants. Elle a déjà soigné sur place ou évacué plus de 500 enfants pour des traitements. Les problématiques émergentes présentement, sur lesquelles il y a les questions de justice juvénile, c'est-à-dire les enfants en conflit avec la loi. Il y a les questions de violences faites aux enfants, notamment ces violences se situent sur le cadre des mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et les violences scolaires et domestiques. Il y a l'enregistrement des naissances. Donc ce sont ces aspects fondamentaux qui ne figuraient pas dans l'ancienne convention. Le premier protocole d'accord entre le ministère de l'Action sociale et Terre des Hommes remonte en 2004. La présente convention de partenariat se veut encore plus complète. Elle prend en compte des aspects comme l'intégration socio-professionnelle des enfants en difficulté. Aux États-Unis, les relations sanitaires sont au beau fixe. L'USAID vient d'offrir des équipements et laboratoires à plusieurs écoles de sages-femmes. La démarche vise à permettre aux étudiantes et aux enseignants de passer de la théorie à la pratique dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Mohamed Sankon. 519 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Un taux préoccupant pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. Ce don de l'USAID à travers le projet HSD, haute qualité de services et de développement, s'inscrit dans la dynamique de corriger cette situation. Ce projet, donc, en plus d'améliorer la capacité des institutions de formation publiques, contribue à renforcer les capacités des institutions de formation des sages-femmes privées à travers la formation des enseignants, l'équipement du matériel nécessaire pour l'offre d'un enseignement de qualité. Je puis vous assurer que l'USAID est votre partenaire d'amélioration de la qualité de la formation continue des agents de santé pour le bien-être de la population de Kindia et de la Guinée et son ensemble. Le don est destiné aux écoles nationales des sages-femmes de Kindia, Korbaya et de Kofi Annan, ainsi que la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est composé de matériel audiovisuel et de mobilier, d'ouvrages de référence, de laboratoires de compétences et de stations de simulation, de matériel médico-technique ainsi que des appareils informatiques et de sonorisation. Cette formation de base qui est justement donnée dans ces écoles doit être complète pour que les futurs sages-femmes, les futurs infirmiers et bien sûr les futurs médecins qui sont formés soient utiles à la population et surtout efficaces afin que des soins de qualité soient administrés. Le projet HSD couvre les régions de Kindia, Mamon, Boké, Labé, Kanka et Conakry. Son but est d'assurer la disponibilité d'un paquet intégré de soins essentiels de qualité à l'enfant et à la mère, ce à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ramadan 2017, déjà 2 semaines de jeûne. On aborde ce soir le thème lié aux habitudes alimentaires. Est-ce qu'on mange correctement pendant cette période? Je ne parle pas de la quantité, mais est-ce qu'on mange équilibré? Des nutritionnistes ont clairement identifié le type d'alimentation à adopter pendant ce mois. Diana Yansani. Le Ramadan, la période exige une alimentation riche, variée et équilibrée. Ne pas respecter cette logique pourrait entraîner des troubles digestifs. Mabinte Kondé vit actuellement cette situation. À la rupture du jeûne, j'ai un peu de maux de ventre, je ne peux pas manger beaucoup, j'ai un peu de ballonnement parce que mon organisme ne s'habitue pas maintenant au nouvel système.
La consommation abusive des aliments riches en graisse, des boissons gazeuses et du jus de gingembre pourrait être à l'origine de ces perturbations. Il ne faut jamais prendre un demi-litre de djinjang ou de bissap ou quelque chose comme ça, ou bien du sucre glacé. Il y en a qui coupent avec un verre d'eau, avec de l'eau glacée. Cela entraîne des perturbations au niveau de l'estomac et du tube digestif. Quand vous prenez une date ou quelque chose, ou un verre d'eau avant la prière, cela va jouer sur la sécrétion de la salive, qui est très importante pour la mastication des aliments. Cela va ouvrir le sac de l'estomac. La date va déclencher toutes les sécrétions enzymatiques au niveau de l'estomac qui vont favoriser la digestion des protéines, des lipides, des glucides. Et ceci est très important. Les spécialistes en nutrition conseillent la consommation des aliments légers et non gazeux au moment de la rupture. Il faut essayer d'équilibrer son alimentation et manger léger surtout. Surtout. Puisque si on mange trop fort, trop dur pendant ce mois sain, au coucher, on risque d'avoir une indigestion et puis avoir des ballonnements. Pratiquement, on doit se munir de beaucoup de fruits et de légumes, prendre une petite bouillie ou bien une bouillie lactée, des aliments tièdes, pas chauds. Le respect de ce régime alimentaire est fondamental pour la bonne digestion. À l'aube, il est recommandé aux jeûneurs de consommer des aliments comme la bouillie, la salade et beaucoup de fruits et de l'eau. Avant de boucler cette édition, nous nous inclinons encore sur la mémoire des soldats guinéens tombés sous la barbarie des djihadistes à Kidal. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.